Novembre 2018, un scandale lié à une présence excessive d'huile de palme, retrouvée dans les pots de Nutella, a déjà touché de plein fouet quelques années plus tôt Ferrero, la célèbre marque italienne, firme qui justement commercialise le Nutella. Il faut dire qu'à l'époque, les détracteurs n'ont pas été tendres, de nombreuses études ayant démontré que cette même huile de palme serait hautement cancérigène. Mais en ce mois de novembre 2018, c'est bien une autre affaire qui plombe Ferrero, une affaire qui tourne autour de la recette même du Nutella, une recette volontairement gardée secrète et qui nourrit pas mal de fantasmes, notamment en ce qui concerne sa composition exacte. Et c'est donc une association allemande de consommateurs qui a décidé de lancer un véritable pavé dans la mare en interpellant Ferrero et en déclarant dans les médias avoir remarqué que la célèbre pâte à tartiner s'était, disons-nous, légèrement éclaircie. Une observation confirmée par l'étiquette même du produit, sur laquelle la dite association aurait notamment remarqué une augmentation du lait écrémé en poudre présent dans la liste des ingrédients nécessaires à la fabrication de la pâte. Pire, le cacao aurait également reculé toujours dans cette même liste des ingrédients. Pourtant, Ferrero n'en démord pas et refuse de donner la teneur exacte des ingrédients du Nutella, et ce malgré les sollicitations des consommateurs. Un refus considéré par certains comme un manque de transparence vis-à-vis des amateurs de la marque italienne. Un refus qui laisse également à penser que Ferrero souhaiterait baisser ses coûts de production en faisant des économies sur le dos de ses clients. Des économies réalisées justement en privilégiant le sucre et le lait en poudre au détriment du cacao, ingrédient nettement plus cher. Le chocolatier italien va pourtant finir par réagir, avouant de façon diplomatique avoir réalisé quelques ajustements dans la recette de son Nutella afin d'adapter son produit au goût de ses consommateurs à travers le monde. C'est ainsi que Ferrero explique que la poudre de lactosérum, un produit dérivé du lait, composé d'environ 94% d'eau, de sucre et de protéines, a été remplacée par une légère augmentation de la quantité de lait écrémé en poudre déjà présente dans la recette. Enfin, Ferrero assure que la qualité du produit reste inchangée, tout comme son goût et sa texture. En revanche, pour ce qui est des quantités de sucre ou de graisse contenues dans la pâte à tartiner, mais bien pas de changement, le produit demeurant toujours la bête noire des nutritionnistes. La recette contient donc toujours selon eux 7 ingrédients simples, sans colorant ni conservateur. Et puisque nous en sommes à évoquer sa composition, revenons un instant sur la création et la recette même de ce produit phare qu'est le Nutella. Dans cette vidéo, nous verrons comment un célèbre dirigeant français du 19e siècle a joué un rôle indirect dans son invention. Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le prédécesseur du Nutella, une crème à base de chocolat et de noisettes, nommée Gianduja, existait déjà au début des années 1800, et que son histoire, ainsi que sa création, se confondent avec celle d'un certain Napoléon Bonaparte. Oui, vous avez bien entendu, Napoléon Bonaparte. Comment notre cher Napoléon a-t-il influencé la création de la célèbre pâte à tartiner? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Pour la plupart d'entre vous, le personnage de Pietro Ferrero ne vous dira pas grand-chose. Les informations complémentaires sur ce dernier révélant seulement qu'il était propriétaire d'une boulangerie à Alba, une petite localité piémontaise située au sud de Turin en Italie. Mais que surtout en 1946, il eut l'idée de vendre une pâte traditionnelle composée de chocolat et de noisettes appelée Gianduja. Ferrero, c'est bien évidemment la marque italienne qui aujourd'hui commercialise nombre de produits célèbres tels que les chocolats Ferrero Rocher ou bien les chocolats Mon Chéri, ainsi que les œufs Kinder et bien d'autres encore, dont la fameuse pâte à tartiner Nutella. L'initiative de ce chocolatier piémontais, du nom donc de Ferrero, consistant à utiliser le Gianduja en cette année 1946, n'est pourtant pas due au hasard.
Effectivement, nous sommes un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'Europe a été dévastée et meurtrie par de longues années de combats acharnés. L'Italie n'est pas en reste et certaines denrées alimentaires sont quasiment impossibles à dénicher. C'est le cas notamment du cacao qui se fait extrêmement rare dans la péninsule italienne en raison des rationnements. Il faut donc faire preuve d'imagination pour répondre à la demande des clients en chocolat. C'est là que ce cher Ferrero a donc l'idée de remplacer le cacao, ou du moins une bonne partie, par cette pâte composée à base de noisettes, la fameuse gianduja. Et les noisettes, justement, ça ne manque pas dans le nord-ouest de l'Italie, contrairement au cacao. Une recette à base donc de noisettes qui permet au chocolatier de réaliser d'importantes économies de cacao, mais dont l'origine, curieusement, n'est pas nouvelle et qui plus est étroitement liée à une autre guerre. Mais pour cela, revenons près de 150 ans en arrière, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. L'Europe entière s'est embarquée dans un conflit massif dû à l'ascension d'un dirigeant politique qui est parvenu à devenir le maître de l'Europe, en l'occurrence Napoléon Bonaparte, le célèbre général et homme d'État originaire de Corse, dans sa lutte acharnée contre le Royaume-Uni, décide d'établir ce que l'on va appeler le blocus continental, une sorte d'embargo économique qui, comme son nom l'indique, vise à empêcher tout pays d'entretenir des relations commerciales avec la perfide Albion. Bien que l'empereur des Français ait partiellement atténué le désastre naval de Trafalgar, avec ses brillantes victoires terrestres à Austerlitz ou Iéna, la vérité est que les Anglais demeurent les maîtres des mers et qu'ils sont même parvenus à mettre fin au plan de Napoléon consistant à envahir l'Angleterre. En conséquence, s'il ne peut vaincre cette dernière sur les océans, il l'isolera du reste de l'Europe. L'idée sur le papier paraît bonne, et pour cause, les Britanniques, en pleine première révolution industrielle, sont tout simplement les premiers exportateurs mondiaux de produits manufacturés. D'autre part, ils dépendent largement des matières premières importées. L'embargo établi en novembre 1806 par le décret de Berlin vise en ce sens à les faire plier. Napoléon ne s'arrête pas là, puisque l'année suivante, il en remettra une couche avec l'aide d'un autre décret, celui de Milan, qui durcira un peu plus les conditions de ce blocus continental. Cependant, force est de constater qu'à long terme, ces mesures adoptées par Napoléon seront un échec, et ce pour deux principales raisons. La première, c'est que pour rendre applicable ce blocus, il lui aurait fallu ce qu'il n'avait pas dès le départ, et ce qui l'avait justement conduit à cette situation, à savoir posséder une marine capable de rivaliser avec la Royal Navy, la célèbre marine anglaise. La seconde raison est que les Britanniques, même si leur commerce maritime a connu une baisse de près de 25%, ces derniers ont su répondre coup pour coup en ordonnant notamment à leurs propres navires de bloquer les ports européens contrôlés par la France. Cela a eu évidemment des répercussions dans les pays tiers, privant les Européens de certains produits comme le cacao par exemple. Une offre de cacao d'Amérique qui va donc être sévèrement réduite, poussant certains à chercher d'autres alternatives. C'est justement cette pénurie de cacao qui va conduire un chocolatier de Turin nommé Michele Prochet à mélanger le peu de chocolat qu'il avait en possession avec des noisettes qui, comme nous l'avons dit précédemment, abondaient déjà dans les collines de cette partie du pays dans le but de continuer de confectionner ces friandises à base de chocolat. On va nommer ce tout nouveau produit gianduja en l'honneur d'un personnage du même nom de la Commedia dell'arte du XVIIe siècle qui représentait l'archétype même du Piémontais souriant, amoureux du vin et des femmes et poursuivi par la jalousie de son amante Giacomette. Ce personnage allait inspirer par la suite une marionnette devenant peu à peu l'un des symboles de Turin et de son carnaval. Il est à noter cependant que le gianduja original était un peu différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Il s'agissait davantage d'un bloc de chocolat rempli de noisettes qui par la suite s'est décliné de différentes manières, comme le gianduiotto, créé en 1852 par un autre chocolatier italien du nom de Caffarel. Un artisan qui eut la bonne idée de créer pour le carnaval de Turin des sortes de petits chocolats emballés individuellement, chocolat rempli bien évidemment de crème de gianduja
et a la forme rappelant le chapeau du célèbre personnage de la Commedia dell'arte. En 1946, le produit fabriqué à l'origine par Ferrero s'appelait pâte de gianduja et possédait les mêmes caractéristiques que l'original, ainsi que plus tôt, la composition restant la même, soit 50% de chocolat et 50% de noisettes, réduisant considérablement le coût normal du chocolat, puisque 1 kg de gianduja était tout de même 6 fois moins cher qu'1 kg du précieux or noir. Mais la forme originale posa un problème pratique, auquel le chocolatier ne s'attendait absolument pas. Et pour cause, cette pâte en question était donnée au goûter par les mères italiennes à leurs enfants coincés entre 2 tranches de pain. Tranches de pain que ces derniers prenaient soin de jeter afin de ne manger seulement que la pâte de gianduja. Cet événement conduisit Ferrero à revoir sa copie et à proposer une pâte bien plus crémeuse qui pouvait être désormais tartinée sur du pain. Cependant, une légende urbaine raconte qu'un jour, le gianduja ne résista pas sous la chaleur accablante d'un été particulièrement torride. Ayant fondu, les enfants étalèrent alors la préparation sur leur pain en guise de goûter. C'est de là que serait née l'idée de faire de la pâte au chocolat une pâte à tartiner. Quoi qu'il en soit, légende ou pas, c'est en 1951 que la préparation subit cette modification de consistance, changeant de nom au passage pour prendre celui de Supercrème et commercialisé par la suite sous forme de pot. En 1959, le fils de l'artisan, Michele, décide d'installer le groupe Ferrero en France. La première usine ouvre ainsi à Villers-Écalles, près de Rouen en Seine-Maritime. L'entreprise produit d'abord des chocolats Montchéri, puis se lance dans la fabrication de l'équivalent français de la pâte à tartiner Supercrème qu'elle nomme, tenez-vous bien, tartinoise. Mais quelques années plus tard, le groupe décide de changer de nom. La nouvelle appellation devra rappeler les noisettes, nut en anglais, nuss en allemand. Plusieurs options sont dès lors sur la table. On pense alors à des noms tels que Nusti, Nutina, Nussina ou bien Nusscream. Mais au final, ce sera bien le nom de Nutella qui sera retenu, le nom que tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde. Si de nos jours le chocolat n'est plus une denrée rare, ou bien même rationnée, la formule du Nutella reste-t-elle inchangée avec ses 13% de noisettes et ses 8% de cacao. Le produit phare de la marque Ferrero a été et continue d'être un succès mondial, tant et si bien qu'un tirage de timbre-poste lui a été consacré et qui possède même sa propre journée officielle, en l'occurrence le 5 février, une date désormais réservée à la journée mondiale du Nutella. On doit cette idée farfelue à une blogueuse américaine, une certaine Sara Rosso, qui, complètement dingue de Nutella, a décidé en 2007 de lui consacrer une journée de fête, en lançant un appel sur les réseaux sociaux, un appel qui à l'époque a trouvé un écho très rapide auprès des fans de la marque. Le chemin depuis Napoléon a donc été long, mais ce n'est pas la seule invention que l'on doit à l'empereur, on lui doit également de manière indirecte celle des conserves. En effet, ce dernier avait conscience que les stratégies militaires ne valaient rien si les hommes de l'armée étaient affamés et malnutris. C'est dans ce sens qu'il décida d'offrir une récompense de 12 000 francs, une véritable fortune à l'époque, à quiconque pourrait développer une méthode sûre et fiable afin de conserver des aliments pour son armée sans cesse en déplacement. C'est un confiseur brasseur et chef cuisinier parisien nommé Nicolas Appert qui gagnera la récompense. Inspiré par la conservation du vin dans des bouteilles en liège, ce dernier aura l'idée de mettre de la nourriture dans des bocaux en verre renforcé, puis de les sceller avec de la cire afin de les rendre parfaitement hermétiques, avant qu'ensuite ils ne soient chauffés jusqu'à obtenir une parfaite cuisson de la nourriture. Ainsi, grâce à Napoléon, Nicolas Appert avait trouvé là un moyen de conserver et de stériliser les aliments en conserve près de 50 ans avant que Louis Pasteur n'en comprenne le processus. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est très important pour faire progresser la chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur HeroDoc, la chaîne Histoire. À bientôt.